Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous faire une vidéo sur la neuropsychologie. Alors je me présente, je suis Sophia, étudiante en M1 à Descartes. Je suis Aboubacar, étudiant également à M1 à Descartes. Aujourd'hui on va essayer de répondre à des questions de certains étudiants sur la neuropsychologie. On a posé donc des questions sur une page Facebook de sélection. Merci à ceux qui ont participé en commentaire, on va essayer de répondre au mieux à vos attentes. En parlant de la neuropsychologie, de la sélection, de qu'est-ce qu'il y a dans le master et de la suite, des débouchés professionnels et des ouvertures qui peuvent y avoir. Donc qu'est-ce que la neuropsychologie? La neuropsychologie, c'est une discipline qui va venir lier des structures cérébrales avec des fonctions cognitives. Donc la neuropsychologie s'attache à l'étude de ce lien-là. Ça peut s'exercer dans différentes structures. On va avoir par exemple des neuropsychologues qui vont travailler dans des EHPAD, dans des hôpitaux, dans différentes structures, dans différents services. Ils vont travailler en neurologie, en psychiatrie, en pédiatrie, toutes les structures où il peut y avoir besoin d'évaluer justement les fonctions cognitives d'un patient, on pourra trouver un neuropsychologue. Il pourra aussi travailler dans des foyers d'accueil médicalisés, dans des structures où on peut retrouver des personnes polyhandicapées, que ce soit pour l'évaluation des fonctions cognitives de patients après des lésions cérébrales, donc par exemple de trauma crânien, d'AVC ou de tumeurs. Il pourra travailler justement pour voir est-ce que le patient pourra reprendre un travail, est-ce qu'il pourra être autonome, est-ce qu'il pourra retourner à son domicile sans aide ou alors avec aide. S'il a besoin d'aide, est-ce que c'est au niveau de l'autonomie de vie, est-ce que c'est au niveau attentionnel, du sommeil, voilà. Il pourra faire vraiment tout ce côté évaluation pour cibler le réel problème du patient. Et il va y avoir une autre fonction du psychologue qui va être sur la remédiation, la rééducation. Donc, par exemple, tous les patients qui ont eu justement des lésions cérébrales, comment ils vont pouvoir se rééduquer, retrouver des fonctions qu'ils ont pu perdre pendant leur accident, pendant leur maladie, et s'entraîner justement à ne pas les perdre. Donc, ils vont travailler avec des patients dans des structures de rééducation où ils vont proposer des exercices spécialisés sur certaines fonctions. Donc le master de neuropsychologie, c'est pas une surprise, c'est quelque chose qui est assez sélectif. Il n'y a pas forcément de place pour tout le monde, mais on va essayer de vous donner des petits conseils et également notre ressenti sur notre sélection qu'on a vécue tous les deux, afin que vous puissiez réussir au mieux cette épreuve-là. Donc tous les deux, on est, comme on l'a dit, au master de l'Université de Paris, au master de neuropsychologie. Il y a des spécificités qui sont propres à chaque master concernant la sélection. Je pense à par exemple Paris 8 où on va beaucoup plus s'axer sur le projet pro ou le projet de recherche, là où les notes, des notes qui sont un peu moins bien pourront quand même, ne seront pas un élément qui fera que votre dossier soit forcément mis à l'écart. Maintenant, de mon expérience en tout cas, je ne sais pas si Sophia corroborera ou pas, à Descartes on vous demande vraiment d'être assez bon partout de manière globale, quoi. Vraiment. Et si vous n'êtes pas bon à un endroit, on vous demande pourquoi et il faut y avoir une explication derrière. Voilà, donc préparez vos excuses parce que faut savoir qu'il y a également un entretien qui est un peu redouté par certains. Ça peut plus ou moins bien se passer. Je sais que moi et Sophia, ça s'était plutôt bien passé globalement. C'est une année qui est vraiment dure, notamment le semestre 1. C'est-à-dire que vous avez 4 semestres, le semestre 1 est vraiment difficile, autant en termes de transition entre la licence et le master, mais en termes de contenu intrinsèque, c'est vraiment une année qui est vraiment dense. Que ce soit pour vous acclimater ou que ce soit pour vous faire la relation avec certains profs ou pouvoir acquérir de nouvelles connaissances assez poussées dans un court laps de temps, ça peut être assez difficile. Sachant également que à l'Université de Paris, il n'y a pas de rattrapage, il n'y a pas de compensation au semestre, les redoublements ils sont pas forcément de mise, donc tout ça fait qu'il y a beaucoup de pression qui se met également sur vos épaules. D'où l'importance également d'avoir une promo qui est vraiment soudée, quoi. Et c'est le cas de la nôtre, on a une promo soudée. Donc voilà, ça aide vraiment. Mais c'est pour ça qu'au niveau de l'entretien, ils vont essayer de voir justement quelle personne va pouvoir supporter toute cette pression, toute cette charge de travail. Parce qu'à côté de cette charge de travail, il y aura aussi le stage, il y aura aussi la recherche qui a une part importante dans le master. Donc voilà, il faudra trouver les étudiants au final qui vont réussir à traverser tout ça. Donc vous voyez vraiment ça comme une épreuve en tant que telle. Ne le prenez pas personnellement si vous vous sentez déstabilisé. On essaie vraiment de vous pousser à bout parce que c'est la vérité, mais le semestre 1 est vraiment très difficile en termes de pression. Donc les responsables partent du principe que si vous n'arrivez pas à supporter cette pression lors de l'entretien, vous allez avoir du mal à la suite, quoi, tout simplement.
Concernant la sélection, c'est vrai qu'elle est d'autant plus difficile qu'elle s'inscrit dans un contexte particulier, le contexte sanitaire. Donc si vraiment j'avais un petit conseil à vous donner, c'est vraiment de vous atteler dès maintenant à la recherche de votre promesse de stage. Parce qu'il y a d'autres facs, dans notre fac, on a plutôt de la chance, tout le monde a plus ou moins réussi à trouver un stage. Je sais qu'il y a d'autres facs où c'est pas le cas, où il y a presque la moitié des étudiants qui n'ont pas encore de stage. Donc c'est vraiment une situation difficile. Donc je pense qu'avoir une promesse de stage, ça va vraiment être un plus énorme. C'est vraiment quelque chose qui va donner du boost à votre candidature et qui va faire que peut-être vous serez pris à l'université de Descartes. Voilà, c'est ça qui fera peut-être la différence. Après, il y a toujours les éléments sur la lettre de motivation. Il faut avoir une lettre de motivation en béton, un projet pro pareil qui soit bien tracé et qui vous corresponde vraiment à vous. Il n'y a pas une lettre de motivation type ou un projet pro type. C'est vraiment celui qui va le plus correspondre à ce que vous voulez faire. Pourquoi vous voulez faire ce master? Quelles sont vos motivations réellement? Et il faut vraiment travailler sur ça, travailler sur comment le dire, comment l'expliquer. Et après, derrière, il faudra aussi travailler en fonction des facs sur votre projet de recherche, contacter vos directeurs de recherche, vos potentiels directeurs de recherche qui pourront superviser un petit peu tout ça. Travailler ce que vous allez rechercher spécifiquement, quelle va être votre question de recherche, parce qu'on va souvent vous demander c'est quoi votre projet de recherche, sur quoi vous voulez travailler. Et ça va être aussi très important. Si avant l'entretien, vous avez déjà contacté vos directeurs de recherche et qu'ils vous ont accepté en entretien ou que vous avez discuté avec eux sur la thématique sur laquelle vous pouvez travailler, pareil, ça va être un plus et les dirigeants vont justement voir que vous êtes investi, que vous êtes préparé, organisé et que vous savez vers quoi vous vous dirigez. Je précise qu'il n'y a pas un profil type qui est accepté. Vous regardez notre promotion, c'est assez divers. Il y a des personnes qui viennent de l'étranger, il y a des personnes qui sont en reconversion professionnelle, il y a des personnes qui ont fait d'autres licences avant, beaucoup d'ex-passés d'ailleurs aussi, pour ceux qui ont un peu peur de ça. Il y a des personnes qui ont fait des erreurs de parcours, qui ont pu avoir de mauvaises notes à un moment donné dans leur licence. Donc il n'y a pas vraiment de choses rédhibitoires. Le maître mot, c'est la cohérence. Il faut vraiment que vous montriez un dossier qui soit cohérent de A à Z. C'est-à-dire que je précise aussi qu'il y a des masters qui sont plus ou moins axés sur certaines populations. L'Université de Paris, elle se veut assez globalisante. C'est-à-dire qu'on va aborder à la fois des problématiques d'enfants, d'adultes, de personnes âgées. Donc en ce sens-là, c'est assez intéressant. Mais il faut également que dans le contenu de l'offre de formation, vous vous y retrouviez par rapport à votre projet pro aussi. Donc si votre projet pro, c'est, travailler avec des enfants et que vous citez comme matière qui vous intéresserait neuropsychologie du vieillissement, il y a peut-être un souci. Voilà, c'est en ce sens-là que c'est intéressant d'avoir une cohérence, un projet qui soit assez global et qui soit assez réfléchi. Et je précise aussi que dans la lettre de motivation, parfois on peut avoir du mal à savoir où se situer. Est-ce qu'on fait quelque chose de très personnel? Est-ce qu'on essaie de prendre de la distance, de mettre les choses objectivement? Moi je pense qu'il faut un juste milieu. L'avantage, j'ai trouvé en tout cas moi à l'Université de Paris, c'est que il y a vraiment des personnalités dans le master. C'est-à-dire que on voit vraiment pourquoi chaque personne a été choisie entre guillemets, si j'oserais dire. Donc du coup, pour nous, comment ça s'est passé? Moi personnellement, j'ai un parcours où j'ai fait beaucoup de choses avant. Enfin, j'ai fait 2 années de PACES, ça n'a pas marché. Je me suis réorientée en psychologie. En première année de licence, j'étais à l'Université Paris-Nord, anciennement Paris 13. C'était assez axé psychanalytique et c'était pas ce qui me correspondait, donc en L2 je suis partie à l'étranger. J'ai fait une année d'Erasmus en Espagne, à l'université des îles Baléares. C'était une super expérience, j'ai pu faire un stage là-bas, donc en recherche c'est vraiment ce qui m'a confirmée dans le choix de vouloir me diriger vers la neuropsy, parce que j'avais pas mal d'options là-bas sur la neuropsy. Du coup, quand je suis revenue en France, j'ai essayé d'intégrer Descartes parce que j'avais déjà un peu regardé les masters qui pouvaient m'intéresser et celui de Descartes m'intéressait énormément. Donc j'ai intégré la licence de Descartes en L3 pour pouvoir avoir plus de chance. Après, toutes les personnes dans notre master ne viennent pas de Descartes. On est environ 50% interne, externe. Donc vraiment, mais si vous pouvez intégrer Descartes peut-être avant, ça peut être un plus, mais c'est pas fatal si vous le faites pas. J'ai eu ma licence avec 14 de moyenne. J'avais environ 14 de moyenne durant mes 3 années. Et j'ai intégré le master du coup de Descartes. J'ai eu un entretien, donc les entretiens sont en juin environ. Et dans ce contexte, c'est à distanciel, donc il faut se préparer aussi aux entretiens en distanciel, comment ça se passe et les questions qu'ils peuvent vous poser. Ça peut être quoi? On peut vous poser des questions sur ce qu'on parlait tout à l'heure, les notes. Si vous avez une note qui ne va pas, on va vous poser tout de suite la question. Pourquoi telle année vous avez eu telle note en cette matière? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi personnellement on me l'a posé parce que c'est vrai que j'avais des plutôt bonnes notes
surtout dans les matières de psychophysiologie ou de neuropsy, où j'avais de très bonnes notes. Mais à mon dernier semestre, j'ai eu un accident de parcours, donc c'est ce que j'ai dit, parce que j'ai eu une assez mauvaise note en dessous de la moyenne. Et c'est la première question qu'on m'a posée à l'entretien. Pourquoi vous avez eu telle note en neuropsy à ce semestre, sachant que je venais d'avoir les résultats. Donc ça peut être un peu perturbant, mais il faut se préparer. Si vous avez une mauvaise note, savoir pourquoi. Est-ce que c'était un accident de parcours? Est-ce que vous étiez malade? Est-ce qu'il y avait une raison? Est-ce que vous avez derrière été regardé pourquoi? Quelle est la correction? Pourquoi vous vous êtes trompé? Il faut savoir l'expliquer, il faut savoir le justifier. Ensuite, on vous demande de parler on m'a demandé moi de parler de mon parcours, pourquoi j'en étais allée de là à là, pourquoi je voulais absolument être en neuropsy à Descartes. Donc il faut que vous connaissiez aussi le master. Moi j'avais dit que je m'étais énormément renseignée, que j'avais intégré Descartes en L3 justement pour être dans ce master. J'avais parlé que j'avais fait un stage en Espagne en recherche. En L3 j'avais aussi fait un stage avec une neuropsychologue. Donc pareil, c'est des plus, il faut absolument les dire si vous les avez faits. Et voilà. Après, il faut savoir que moi, on m'a posé aussi une question théorique sur un cours à la fin de l'entretien. Donc, pensez à réviser si vous avez des notions que vous savez, c'est pas trop ça. Ça peut arriver. Je sais que on n'a pas posé des questions à tout le monde, mais moi, on m'a posé une question. Donc voilà. Heureusement, j'ai réussi à y répondre. Et là, j'ai été acceptée. Et le S1 s'est bien passé, même s'il était dur. Alors concernant mon parcours, moi j'ai eu mon bac en 2014, j'ai fait ensuite une double licence maths physique pendant 3 ans. Et suite à ça, je me suis orienté en psychologie à la base pour la psychologie cognitive. J'ai fait un stage de psychologie cognitive qui était assez intéressant, enrichissant. Je me suis rendu compte que je voulais quelque chose d'un peu plus clinique, au contact des patients, etc. Mais je voulais garder cette dimension un peu de psychologie cognitive qui a fait que j'ai trouvé un juste milieu dans la neuropsychologie. Pourquoi Descartes? Alors pourquoi Descartes? Moi c'est vrai que ça a été un choix assez rapide en vérité. Alors pas que Nanterre et Paris ne m'intéressaient pas, c'est vrai que déjà j'avais la problématique de rester en Ile-de-France, donc ça réduit le choix à 3. Et ensuite c'est vrai que Descartes c'était le master que je connaissais le mieux. J'avais parlé à beaucoup de personnes, d'ailleurs j'en profite pour vous inciter à parler avec les gens sur le groupe de sélection. C'est vraiment une mine d'or en termes d'informations. N'hésitez pas, il y a un tutorat qui est mis en place, donc n'hésitez vraiment pas à aller du côté de ces ressources-là. Donc moi ce que j'avais fait concrètement, c'est que tout ce qui touchait à Descartes, j'essayais d'être dedans. C'est-à-dire que j'avais intégré leur groupe de L3, je m'étais un peu infiltré. J'avais aussi participé à leur réunion d'information que la responsable avait tenue pour les internes, mais je me suis incrusté également. Bon, elle était au courant, mais voilà. Donc le but c'est vraiment de s'intéresser, parce que ça sert d'argument ensuite. C'est-à-dire que même, par exemple, j'ai fait un stage en hôpital de jour gériatrique, en L3 en neuropsychologie, et ma tutrice était de Descartes également. Ce qui m'a servi également d'argument pour dire, voilà, j'ai pu voir la qualité de formation sur le terrain, etc. Donc le but c'est d'essayer de tout réfléchir dans cette logique-là. Et aussi de faire comprendre à la fac que cette fac est spéciale pour vous. C'est-à-dire que les responsables ne sont pas dupes, ils savent que c'est une sélection difficile, vous allez postuler au plus de masters possible, ce qui est normal. Mais il faut que vous donniez l'impression, honnête ou pas, que vous vouliez vraiment ce master-là. Dans mon cas, c'était le cas. Mais même si c'est pas votre cas, même si vous comptez postuler à Lille ou à Nanterre, il faut vraiment pas qu'on donne l'impression que ce soit un master par défaut, quoi, ou que vous fassiez ça juste pour avoir un master. Pour le stage, c'est la même logique également. Tout le monde sait bien que vous allez postuler à le plus de structures possible pour le stage, mais c'est pas une raison pour bâcler les choses, c'est pas une raison pour que ce soit pas personnifié, personnalisé. C'est pas que vous postulez à plusieurs choses que ces choses ne vous intéressent pas. C'est que vous avez conscience de la réalité et vous savez que c'est une expérience difficile. Il y a des personnes qui font le pari de postuler à une fac, c'est risqué. Donc voilà, on peut jouer sur plusieurs tableaux entre guillemets, mais être honnête surtout. Je pense que c'est la meilleure attitude à adopter. Donc, mais moi dans mon cas, j'étais vraiment axé sur Descartes. C'est-à-dire que j'avais même un peu bâclé le reste, pour tout vous dire. Nanterre et Paris 8, j'ai un peu mis ça de côté. Et donc je me suis mis dans la logique, je veux intégrer ce master-là. Donc voilà. Concernant les notes, j'avais comme Sophia 14, 15 en L3. Enfin 14 pour les 2 années, plutôt 15 en L3. J'avais l'avantage aussi d'avoir un parcours spécialisé en L3, c'est-à-dire que toutes mes matières étaient en rapport avec la neuropsychologie.
Donc voilà, mais c'est bien comme c'est mal, c'est-à-dire que si vous avez de mauvaises notes, vous n'avez pas le prétexte de dire c'est une matière qui ne m'intéresse pas ou c'est de la psychosociale. Pour le coup là, c'est vraiment du quitte ou double. Concernant l'entretien de sélection, c'est vrai qu'on a des expériences diverses. Pour Sophia et moi, ça s'est plutôt bien passé. Pareil pour plus ou moins l'ensemble de la promo. Mais c'est vrai que pour avoir parlé à certaines personnes qui n'ont pas été prises, il y a vraiment eu, on a l'impression, deux entretiens vraiment distincts. Donc l'entretien de sélection, il peut vraiment être différent selon les personnes qui le vivent. Pour ma part, ça s'est plutôt très bien passé. En fait, ça s'est tellement bien passé que j'avais eu peur que je ne sois pas pris. En fait, je me suis dit, si vraiment elle me pose pratiquement pas de questions, c'est que mon profil les intéresse pas au point que je suis insignifiant, quoi. Donc je me montais la tête et plus vu le contexte très stressant, etc. Mais donc finalement ça s'est plutôt bien passé. J'avais pas eu de question théorique, j'avais une question sur mon TER parce que j'étais dans la même lignée que la L3, c'est-à-dire que ma L3 j'avais fait un TER sur le bilinguisme et j'avais fait la même chose en projet de recherche pour le M1. Donc elles ont vu aussi que je parlais pas mal de langues, elles m'ont demandé pourquoi ça m'intéressait. Donc c'était vraiment intéressant parce que c'est un échange humain en fait, c'était pas une question bête et méchante, c'était vraiment, elles s'intéressaient à mon dossier. Donc je voyais vraiment qu'elles étaient allées au bout des choses, c'était vraiment gratifiant dans ce sens-là. Pour revenir sur la cohérence de votre dossier, c'est vrai qu'il y a un aspect un peu stratégique à mettre en place, c'est-à-dire que j'ai tendance à dire que la sélection, elle ne se fait pas à partir de la date de sélection, elle se fait depuis votre L1. C'est-à-dire qu'il faut que vous réfléchissiez chaque action que vous allez entreprendre. Par exemple, si vous allez aller plutôt vers tel séminaire ou telle conférence, c'est intéressant que ce soit en lien avec des problématiques ensuite qui vous intéressent. De la même manière, il peut y avoir certains professeurs que vous voulez avoir en terre, en M1, qui évoquent des problématiques qui vous sont chères. Ça peut être intéressant aussi de construire tout votre projet de manière orientée vers ce professeur-là. C'est-à-dire que, évidemment, on ne va pas tout orienter envers lui, mais quand même mettre des éléments qui font penser à. Par exemple, concernant mon travail d'étude de recherche de M1, je le fais sur l'impact du bilinguisme sur l'empathie des enfants. Je le fais avec une professeure qui est beaucoup axée sur ces problématiques-là, en tout cas sur les problématiques d'empathie et de bas âge. Et c'est vrai que moi, dès le début, j'ai été attaché à faire ce travail-là avec elle. Donc ça a été toute une stratégie en fait, c'est-à-dire que je savais déjà que je voulais faire ça avec elle. Donc j'en ai parlé dans mon projet de recherche, j'en ai parlé dans ma lettre de motivation. C'est-à-dire qu'il y avait des éléments qui liaient un peu mon dossier, qui faisaient un peu que il y avait quelque chose d'assez englobant. C'est-à-dire que ce n'était pas des éléments parsemés, ce n'était pas une lettre de motive, un projet pro, ça s'inscrivait vraiment dans quelque chose de plus global. Moi, à l'inverse, c'est un peu le même mécanisme, mais un peu inversé. Moi, j'avais mon thématique de recherche, donc je travaille sur la perception visuelle et l'oculomotricité. Je savais que je voulais travailler sur la perception visuelle. J'avais pas forcément d'idée avec qui je voulais travailler, donc j'avais contacté deux, trois personnes qui travaillent sur ces sujets-là. Je m'étais renseignée sur leurs travaux et j'étais partie justement du principe que moi, je veux travailler sur ce sujet-là. C'est ce sujet-là qui m'intéresse. C'est ce sujet-là sur lesquels j'ai fait des recherches. Et après voilà, la continuité logique c'était de travailler avec la personne sur ce sujet-là parce que c'était ce sujet-là dont j'avais parlé dans ma lettre de motivation et pareil dans le projet pro, etc. Je parlais de cohérence du projet. Il faut savoir qu'il faut se rendre compte que le master c'est pas une finalité en soi. L'important ça va être qu'on est lors de la co-construction, c'est-à-dire que vous avez un projet, vous avez une structure et des professeurs et ensemble ça va permettre de pouvoir vous projeter dans un projet pro défini, dans une structure définie, à l'international, peu importe. Donc il faut vraiment être dans cette logique-là que vous vous serviez du master pour pouvoir vous élever au niveau qui vous sied finalement. Ça va être un outil qui va vous permettre d'atteindre votre but, de faire ce dont vous avez envie. C'est vraiment, faut prendre ça comme un outil. C'est l'outil qui va vous permettre d'avancer et de finaliser votre projet professionnel. Et cette logique-là, elle est importante parce que ça vous permet déjà de réfléchir à qu'est-ce que je veux faire plus tard. Il faut savoir que le master, c'est juste le comment, c'est le moyen, c'est pas la finalité. Mais il faut que vous puissiez réfléchir à ce que je veux faire, comment je vais le faire grâce à ce master-là, grâce à cette structure-là et pourquoi. Et c'est ça qui va venir amener de l'eau à votre moulin, qui est votre lettre de motivation, votre projet pro, votre dossier de manière générale. Je vous ai fait une petite sélection de lectures qui, en mon sens, sont importantes. Il faut savoir aussi que c'était les lectures conseillées par la responsable lors de la réunion de l'année dernière, donc valable aussi pour cette année.
Donc vous avez Neuropsychologie de Roger Gill, qui est vraiment, en mon sens, une référence qui est super complet. Vous abordez plus ou moins toutes les problématiques de tous les âges, donc vraiment, c'est le livre à voir. S'il y a un livre à voir, c'est celui-ci. Et il pourra même vous servir en stage, ce livre-là, c'est super utile à voir. Je précise aussi que les lectures, ça ne s'arrête pas au master. Nos encadrants de stage, par exemple, ou nos professeurs, dans leur pratique, ils ont également évidemment des supports bibliographiques, des livres ou quoi que ce soit, qui leur permettent d'accroître leur pratique et de pouvoir également avoir un œil assez, j'allais dire distant, mais également un œil critique sur leur pratique et comment ils peuvent s'améliorer, etc. Donc c'est important aussi d'avoir des supports sur lesquels on puisse s'appuyer. Vous avez également 20 cas cliniques en neuropsychologie. Donc ça va être aussi intéressant, c'est-à-dire que neuropsychologie de Roger Gill, c'est beaucoup plus théorique. Là, on va être vraiment dans la pratique. C'est intéressant aussi d'avoir ce lien-là entre théorie et pratique. Et le fait d'avoir des lectures sur ça, ça permet vraiment aussi d'avoir cet aspect-là. Et en dernier, un livre aussi intéressant, c'est Base de neurosciences. C'est vrai que c'est un aspect qu'on met un peu de côté, mais au SA, en tout cas à l'Université de Paris, vous avez une grosse UE sur ces questions-là. Donc tout le monde n'a pas la chance d'avoir beaucoup de neuroanatomie, par exemple, lors de la licence. Donc ça peut être aussi intéressant d'avoir ça. Petit conseil, si vous êtes comme moi dans une fac, vous n'avez pas forcément eu de cours d'utilisation de logiciels statistiques, c'est vraiment important d'avoir ça. C'est-à-dire que nous, dans notre fac, on n'avait pas la chance d'utiliser des logiciels. Et c'est vrai que moi, j'avais anticipé et je m'étais déjà intéressé aux logiciels, j'ai pu le mettre dans mon CV et j'ai pu dire voilà, j'ai pas eu de cours sur ça, mais quand même, ça va pas être une épine dans mon pied. Faut savoir que c'est des logiciels qu'on utilise beaucoup. Que ce soit en master, même peut-être aussi dans votre pratique future, des logiciels comme RStudio, comme Jamovi, ça va être des logiciels vraiment qui vont être très très intéressants et primordiaux, c'est-à-dire que vous allez avoir des cours sur ça qui sont assez bien expliqués quand même, c'est-à-dire que vous pouvez partir de zéro, mais c'est toujours intéressant d'avoir cet argument-là lors de l'entretien par exemple et de pouvoir dire certes j'ai pas fait ça, mais je me suis intéressé de moi-même, voilà. Du coup, à l'Université de Paris, comment ça s'organise? Une fois que vous êtes dans ce master, vous allez avoir une semaine en M1 qui va être partagée. Les 2 premiers jours de la semaine, lundi et mardi, ils vous sont dédiés pour faire votre stage et votre recherche. Et mercredi, jeudi, vendredi, ça va être les jours où vous allez avoir cours. On le disait, on le redit, au premier semestre, vous avez beaucoup de cours, c'est assez chargé. Au deuxième semestre, c'est un peu plus light, donc ça va, vous pouvez respirer. Au niveau des stages, je sais qu'on nous avait demandé est-ce que les universités nous aident à trouver un terrain de stage. Alors, Descartes, pas forcément, ils nous aident pas forcément à trouver de stage. C'est vrai que ça aide quand on fait une demande de stage et qu'on dit qu'on est dans cette université-là parce que elle a une renommée et sur le terrain, on sait la qualité de la formation, mais il n'y a pas forcément d'aide spécifique. Je vous conseille vraiment de faire des demandes tôt de stage et dans plusieurs structures, auprès de plusieurs personnes. Ça part un peu sur le même principe que les demandes de sélection pour le master. Il faut qu'elles soient un minimum orientées vers la structure et vers le professionnel auquel vous vous adressez. Moi par exemple, je suis en stage depuis octobre. Il faut savoir que j'avais commencé à chercher depuis avril. Bon, c'était le Covid, le tout début, donc c'était un peu compliqué. Mais j'ai eu une réponse qu'en juillet. J'ai eu des entretiens en juillet pour vous donner un peu un ordre d'idée. Après, il y a des personnes qui ont une expérience totalement différente. Moi, j'avais eu du coup 2 entretiens et j'ai été acceptée en neurologie à Henri Mondor. Donc là, je suis principalement avec des patients qui ont eu des AVC. On leur fait des bilans cognitifs pour voir est-ce qu'ils peuvent reprendre le travail, est-ce qu'ils ont encore besoin de rééducation ou est-ce que la rééducation peut s'arrêter. Donc voilà, c'est une des structures, un exemple que moi je fais par exemple tous les lundis et mardis. Mais dans notre promo, par exemple, il y a des personnes qui travaillent avec les enfants, avec les adultes, avec les personnes âgées, en rééducation, en bilan. Il y a vraiment une multitude de stages qu'on voit et c'est enrichissant d'ailleurs. On a des sessions dans les cours de notre promo où on peut parler de nos stages, de ce qu'on voit en stage, des patients, des tuteurs, comment ça se passe. Et c'est vraiment intéressant d'avoir un peu tous les aspects des stages des gens de la promo. On n'est pas dans le piège non plus de la sélection, à savoir que vous concentrez toute votre énergie sur votre dossier ou sur vos cours. On sait également qu'en L3, vous avez votre travail d'études et de recherche à faire, donc ça peut être très dense. Mais moi, par exemple, j'ai fait l'erreur de mettre le stage de côté et de me concentrer vraiment sur mon dossier. Et je me suis retrouvé en septembre à me dire bon, ok, je suis accepté, mais j'ai pas de stage, donc c'est un peu difficile. Donc c'est vrai que ça peut être difficile aussi d'engager ces procédures-là, alors qu'on sait même pas si on va être pris finalement, de se projeter déjà en master, ça peut être difficile. Mais faites l'effort, c'est-à-dire que même au niveau de votre confiance en vous, ça va vous aider aussi de pouvoir vous dire que je me projette aussi vers cette structure-là et que c'est en lien avec mon projet, etc. Donc c'est vraiment important aussi d'avoir cette logique en tête.
Concernant les débouchés, c'est bien beau qu'on vous le dise, neuropsychologue c'est magnifique, comment on y parvient, mais concrètement, quel travail vous allez faire, ou du moins dans quel cadre vous allez pouvoir faire ça. Donc vous avez déjà un cadre de recherche. Faut savoir que aussi une des forces de l'Université de Paris, c'est que vous pouvez vous arrêter en master, vous pouvez aussi continuer en recherche. Là où vous avez d'autres masters, je pense par exemple à Grenoble qui sont très axés recherche, vous avez Chambéry qui sont très axés clinique. Donc voilà, une force de Descartes aussi, c'est de pouvoir avoir aussi cet aspect de s'arrêter ou pas en clinique, ou de se rendre compte en master qu'on veut pouvoir aller plus loin et proposer sa candidature pour un doctorat, etc. Donc on a déjà cette dualité recherche clinique qui est intéressante et qu'il va falloir aussi anticiper par rapport à vos candidatures, parce que tous les masters ne sont pas axés recherche ou clinique, tout le monde n'a pas la possibilité de faire un doctorat ensuite, etc. On m'avait posé la question, moi d'ailleurs, est-ce que je voulais faire de la recherche ou de la clinique, et quand j'avais dit dans l'entretien que j'avais vu qu'il y avait les deux, que les deux m'intéressaient, voilà, c'était un plus, faut montrer que vous êtes intéressé à ça et que vous savez pourquoi vous allez à Descartes, parce qu'il y a ces deux côtés-là et que c'est un plus pour vous. Je reviens aussi sur l'aspect intéressant en mon sens de continuum, c'est-à-dire que la neuropsychologie, c'est déjà une branche seulement de la psychologie clinique et c'est déjà énorme. C'est-à-dire que vous avez une multitude de populations, de secteurs, de structures, de pays dans lesquels vous pouvez aller, qui fait vraiment que c'est une expérience qui est très riche et que vous aurez une vie ne suffit pas pour pouvoir faire tout ce qu'un neuropsychologue peut faire. Vous pouvez être dans les problématiques, par exemple en prison, vous pouvez être en psychiatrie, vous pouvez être en oncologie, vous pouvez être vraiment dans des secteurs très divers, ce qui fait que, en mon sens, tout le monde s'y retrouve au final. D'où aussi l'importance de diversifier ses stages autant que faire se peut, c'est-à-dire que faire toujours le même stage dans la même direction, même si vous êtes sûr de votre projet, c'est quelque part aussi peut-être rater quelque chose. Moi je sais qu'à la base je partais pour la psychologie clinique, puis je me suis retrouvé à la neuropsychologie parce que j'ai aussi ce contact-là avec des professionnels, etc., qui m'ont donné envie de... Donc c'est bien d'avoir une idée précise, mais il faut aussi pouvoir s'ouvrir à d'autres choses parce que finalement, tant qu'on ne teste pas, on ne sait pas vraiment si ça nous plaît ou pas. Cette vidéo touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère qu'on a été clair, que c'est pu un peu vous éclairer. N'hésitez pas à regarder en description, il y aura les liens des livres par exemple. N'hésitez pas à nous contacter sur le groupe de sélection, il y aura également nos contacts pour ceux qui veulent nous contacter directement, ou de poser vos questions en commentaire, on sera ravis d'y répondre. Ou de partager cette vidéo, n'hésitez pas à toutes les personnes qui peuvent en avoir besoin. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne Mind Consult si vous le souhaitez, parce qu'elle propose d'autres vidéos de d'autres masters en psychologie et de contenu sur la psychologie en général. Vous l'apparu d'une maladie. L'apparition. Ah oui. L'apparition, je dis quoi L'apparu. Oula. Les personnalités. Lâche pas. T'en parles parce que Oui, moi, je peux partir en fait. Jusqu'au bout, donc, de nous avoir écoutés. Cette vidéo touche à sa fin. Merci d'être resté jusqu'au bout et de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Mind Consult. Si vous voulez avoir justement d'autres... Tu l'as tenté, hein. J'ai essayé, mais bon, ça va. Je le laisserai. Sur la psychologie en général. C'est bon, super. Bien joué. Ah, vous avez vraiment géré, c'est cool.